toute la capitale Alger et ses environs ont été quadrillés, fermés, verrouillés, extrêmement surveillés et militarisés même, dans l'objectif de rechercher de traquer le général Nasser Djen, qui s'est enfui de sa résidence surveillée, et les Algériens traumatisés parce qu'ils ont subi hier 2-3 heures, voire des embouteillages de plus de 4 heures, 5 heures avec des points de contrôle, des bus qui ont été fouillés avec des chiens renifleurs. Visiblement, les autorités algériennes recherchent toujours le général Nasser Djen. Les autorités algériennes pensent qu'il est à Alger. Tout le monde se pose la question suivante, mais où est Nasser Djen? C'est la réaction des autorités algériennes, notamment de Abdelmajid Tebboune, de Saïd Chengriha, qui aujourd'hui pose problème et qui est le véritable sujet. Comment pour traquer un seul homme, on va déployer autant de forces militaires et paramilitaires, autant de forces des services de sécurité? Nasser Djen, il faut savoir, c'était l'ancien patron de la DGSI, l'ancien patron du Hassan Handar. Militaire extrêmement expérimenté, il maniait les armes, spécialiste de l'infiltration comme de l'exfiltration. Il a anticipé la réaction des autorités et des services de sécurité. Et de deux, pour fuir, il faut des complices. Tebboune a paniqué. Tebboune, quand il a su que Nasser Djen a pris la fuite, directement, il a pensé au danger d'une tentative de coup d'État. On l'a aidé à fuir. Nasser Djen va chercher à se venger parce qu'Abdelmajid Tebboune et le pouvoir l'a trahi. S'ils sont armés, ils sont en équipe. Peut-être que Nasser Djen ne cherche pas à fuir, mais il cherche à renverser le pouvoir, à monter une opération avec des complices au sein de l'armée. Aujourd'hui, ce vendredi 18 septembre 2025, 19 septembre 2025, excusez-moi, parce que c'était hier le 18 septembre, c'est une journée qui se restera gravée à jamais en lettres d'or dans notre mémoire. Peut-être pas en lettres d'or, mais en lettres sombres dans notre mémoire. Puisque ce jour-là, toute la capitale Alger et ses environs ont été quadrillés, fermés, verrouillés, extrêmement surveillés et militarisés même, puisqu'un dispositif sécuritaire mêlant des militaires, des paramilitaires et des membres des services de sécurité ont été déployés au plus haut niveau, à tous les niveaux, pour verrouiller tous les accès de la capitale Alger à la fin, dans l'objectif de rechercher, de traquer le général Nasser Djen, l'ex-patron de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la plus importante entité des services secrets algériens, qui s'est enfui de sa résidence surveillée dans la nuit du 17 au 18 septembre, provoquant ainsi un vent faisant souffler ainsi plutôt un vent de panique inédit sur l'ensemble des décideurs algériens. Ce matin, depuis ce matin, ce vendredi 19 septembre, le dispositif de sécurité a été allégé de façon extrêmement légère, mais en réalité, il a été maintenu. Il n'y a pas les mêmes embouteillages, il n'y a pas les mêmes bouchons, il n'y a pas les mêmes problèmes de circulation pour une raison simple, c'est que c'est le vendredi. Ce n'est pas une journée chômée et c'est pas une journée de travail. Et les Algériens traumatisés parce qu'ils ont subi hier 2-3 heures, voire des embouteillages de plus de 4 heures, 5 heures avec des points de contrôle, des bus qui ont été fouillés avec des chiens renifleurs, des civils armés, des brigades de services de sécurité, c'était des civils, mais pas en tenue, mais qui étaient armés, qui étaient postés dans plusieurs axes routiers, autoroutiers, des gendarmes, des policiers, des éléments des services secrets algériens, des éléments de la Direction centrale de la sécurité de l'armée, ainsi que des éléments même de la DGS, de la Direction Générale de la Sécurité et de la Protection Présidentielle, ont été déployés fortement hier à Alger et aujourd'hui, ce déploiement a été légèrement allégé. Il continue d'être maintenu dans l'espoir. Visiblement, les autorités algériennes recherchent toujours le général Nasser Djen. Les autorités algériennes pensent qu'il est à Alger. Alors, tout le monde se pose la question suivante, mais où est Nasser Djen? En réalité, personne ne peut y répondre, parce que, d'abord, nous, on n'est pas membre des services secrets. Il faut être vraiment de la CIA, ou du FSB, ou du MI5, et encore pour pouvoir répondre à cette question. Je vais vous expliquer pourquoi. Et en réalité, cette question n'est plus d'actualité. Ce n'est plus le problème de Nasser Djen aujourd'hui, c'est la réaction des autorités algériennes, notamment de Abdelmajid Tebboune, de Saïd Chengriha, qui aujourd'hui pose problème et qui est le véritable sujet. Comment pour traquer un seul homme, ne serait-ce que même s'il s'agissait de l'ancien patron des services secrets algériens, comment pour traquer un seul homme, on va déployer autant de forces militaires et paramilitaires, autant de forces des services de sécurité. Il n'y a pas eu des militaires, on va calmer le jeu, il n'y a pas eu des tanks et des chars et des avions de chasse, mais il y a eu beaucoup de gendarmes, d'agents de la DCSA, de la DGSI, de la DGSN, de la police nationale et de la DGSPP, la Direction Générale de la Sécurité et de la Protection Présidentielle. Ce qui est bizarre,
c'est que des dispositifs extrêmement renforcés ont été déployés autour de la présidence, autour du palais résidentiel d'Al-Mouradia et autour de la résidence d'État d'Idlis à Ben Aknoun où habite au loge Abdelmajid Tebboune. Donc maintenant, qu'on m'explique, c'est quoi la relation entre la fuite de Nasser al-Djen et la protection renforcée et les mesures de sécurité drastiques et draconiennes au niveau du palais présidentiel d'Al-Mouradia et de la résidence où loge Abdelmajid Tebboune. Logiquement, pour être logique, je crois que c'est pas la peine d'être un grand journaliste ni un grand enquêteur des services de sécurité ou des services secrets pour comprendre que c'est quelqu'un qui prend la fuite, il s'est enfui d'une résidence surveillée. Ce n'est pas pour se cacher au niveau de la présidence ou à côté de la présidence algérienne ou à côté de la résidence du président de la République. Ça n'a pas de sens. En réalité, hier, la panique dont a fait preuve le régime algérien hier, le régime Tebboune témoigne qu'il y a eu autre chose que l'affaire Nasser al-Djen. Un homme qui s'enfuit tout seul suscite autant de panique, ce n'est pas normal. Alors, nous allons émettre des hypothèses. Ce ne sont pas des informations, ce sont des hypothèses. Qu'est-ce que nous allons faire deux tableaux, voilà, plutôt. Le tableau des hypothèses, appuyé par des informations non encore confirmées, mais non encore recoupées totalement. Et la première catégorie de ce tableau que nous allons dresser maintenant sont les tableaux des informations confirmées. Qu'est-ce qui est confirmé? C'est que Nasser al-Djen s'est enfui d'une résidence surveillée basée à Alger. Comment il s'est enfui? À quel moment on s'était rendu compte qu'il s'était enfui? Pas comment, à quel moment? Le service de sécurité qui était en charge de le surveiller et de s'assurer qu'il reste, qu'il ne sorte pas, qu'il ne quitte pas sa résidence surveillée, qu'il ne puisse pas s'enfuir en attendant qu'il soit présenté au tribunal militaire de Blida pour qu'il soit jugé, inculpé et certainement emprisonné et incarcéré comme plusieurs autres généraux et officiers supérieurs de l'armée qui ont été déchus. C'est la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée. Il y avait des gardes qui protégeaient la résidence ou qui surveillaient, qui montaient la garde, donc qui faisaient des rondes, qui surveillaient, qui étaient postés au niveau de la résidence surveillée de Nasser al-Djen, située à Alger. C'est le matin, c'est au niveau matin, visiblement avant 10 heures, où les gardiens de la résidence surveillée de Nasser al-Djen ont remarqué, ont constaté son absence. Alors, c'est vers midi que l'information commence à circuler, que Nasser al-Djen est porté disparu. Il n'est plus dans sa résidence surveillée. C'est à partir de 13 heures que l'information a été confirmée qu'il est en fuite, qu'il a pu s'enfuir. Alors, pendant ce temps-là, Nasser al-Djen, selon les informations recoupées et confirmées, il aurait fui vers 3 heures du matin, c'est-à-dire vers l'aube, juste avant l'aube ou vers l'aube. C'est pour cette raison qu'à vers 10h, 11h, on a constaté son absence. Et qu'on a conclu qu'il avait pris la fuite à partir de midi. Parce que 9h, bon, quelqu'un qui se réveille pas à 8h du matin, ça peut être normal. Quelqu'un qui se réveille pas à 9h du matin, voilà. Mais quand il n'y a pas de mouvement à 10h du matin, ça peut être suspect. Donc ils ont dû procéder à des vérifications. Et entre 10h et 11h, voilà, les vérifications ont abouti à au constat que Nasser al-Djen n'est plus dans sa résidence surveillée. Est-ce qu'il a pu déjouer la vigilance de ses gardiens? C'est possible. On le recherche, on ne le trouve pas. Donc, quelqu'un qui n'est plus dans sa maison, dans sa résidence surveillée, c'est une fuite. On conclut par la fuite. Nasser al-Djen, il faut savoir, c'était l'ancien patron de la DGSI, l'ancien patron de Kazan Andr, l'un des cadres supérieurs, l'un des officiers supérieurs qui était cadre du Scorat. Donc, il est passé par toutes les unités d'élite et les directions les plus stratégiques des services secrets algériens. Militaire extrêmement expérimenté, il manie les armes, spécialiste de l'infiltration comme de l'exfiltration, des combats rapprochés comme des combats avec des armes conventionnelles, et il a une expérience à la fois
de services de sécurité et c'est-à-dire de gestion des défis sécuritaires, des problèmes sécuritaires dans des espaces urbains ou périurbains, comme c'est quelqu'un qui a une expérience de terrain de militaire. C'est-à-dire qu'il a participé à des combats sur des espaces, sur différents espaces et différents reliefs pour les opérations militaires. Donc c'est quelqu'un qui a calculé son coût. Il sait très bien, Nasser Al-Jan, il dispose de pratiquement 6-7 heures. Parce qu'il connaît les dispositifs, les barrages, les points de contrôle, comment ils vont le rechercher, comment ils vont le retrouver, comment ils vont essayer de le traquer, comment ils vont essayer de le traquer, comment ils vont essayer de l'arrêter. Tout ça, il le sait parce qu'il était patron de Antal et de la DGSI. Et c'est exactement ce qu'il aurait pu faire s'il était lui-même aux commandes et qu'on lui aurait dit, voilà, il y a quelqu'un qui a pris la fuite, tu dois le retrouver. Donc il sait très bien. Il a anticipé la réaction des autorités et des services de sécurité. Et de deux, pour fuir, il faut des complices. Parce que tu peux fuir de ta résidence pour te cacher quelque part, mais pour fuir d'Alger, pour se cacher et rester à Alger, Nasser Al-Jan n'est pas con. Il sait très bien. C'est pour ça que ces sources, et là on va aller vers le deuxième tableau, qui est les informations qui ne sont pas encore recoupées, qui ne sont pas encore confirmées, que ce sont des données qui nous ont été transmises par deux types de sources. Première source, les sources proches des amis, des collaborateurs et les agents ou les collaborateurs, agents, amis, personnes, indicateurs, personnalités ou individus qui connaissent bien Nasser Al-Jan et qui ont travaillé avec lui par le passé ou dans le présent, un passé récent ou lointain. Et la deuxième source, c'est des sources sécuritaires qui sont impliquées dans cette opération de traque et de recherche de Nasser Al-Jan. Les personnes qui connaissent Nasser Al-Jan disent qu'il est parti, il est parti en Espagne, il est parti à l'étranger. Pourquoi? Ça semble logique. Nasser Al-Jan ne va pas fuir l'Algérie, il va à Alger pour rester en Algérie. Il connaît les services de sécurité, il sait qu'il y a un maillage sécuritaire extrêmement bien développé et que ça sert à rien qu'il fasse comme Tléba et se cache à Ouessouf ou là il se cache en Tunisie à côté ou là. S'il ne quitte pas l'Afrique du Nord, il est dans la merde. On pourra le retrouver facilement dans n'importe quel coin du territoire national, étant donné que le maillage sécuritaire en Algérie est extrêmement puissant. Les renseignements généraux, la DGSI, la DCSA, la gendarmerie et ses renseignements généraux, les militaires. Donc le territoire algérien est extrêmement bien surveillé. Donc quelqu'un qui a fui sa résidence surveillée, ce n'est pas pour rester caché à Alger, c'est pour partir à l'étranger. Il faut savoir que le régime algérien, les opérations qui ont été mises en place, sont contradictoires avec l'objectif initial. L'objectif initial, c'est d'arrêter Nasser Al-Jan. Donc, ils ont quadrillé toute la capitale, tous les accès de la capitale d'Alger. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que Nasser Al-Jan est toujours à Alger, et que si Nasser Al-Jan veut fuir, c'est pas pour se cacher, pour rester à Alger, c'est pour aller à l'ouest du pays et faire la harga pour rejoindre les eaux territoriales espagnoles, pour rejoindre l'Espagne. Mais Nasser Al-Jan n'a pas besoin d'aller à Oran, à Intimotion, à Mostaganem, puisqu'il peut rejoindre l'Espagne depuis Alger. Il faut savoir que depuis Alger, l'île d'Ibiza, les Baléares sont extrêmement proches des côtes de la wilaya d'Alger. Entre Ibiza, on a calculé, entre Ibiza et Alger, il y a exactement 300 km. En miles nautiques, c'est 170 000 nautiques. Miles en anglais, etc. C'est l'équivalent de 300 km. 300 km uniquement séparent Alger et Ibiza. Avec un bateau rapide, équipé de 3 moteurs Yamaha par exemple, ou de 2 ou de 3 moteurs puissants, avec un bon capitaine, avec un bon conducteur, etc. On peut quitter Alger, les plages de la wilaya d'Alger pour arriver à Ibiza en 5-7 heures. 5 heures, c'est possible. 7 heures maximum. Donc, Nasser Al-Jan, à quoi ça rime de fermer Chlef et de fermer Blida et de Khamis al-Khashna et de faire des points de contrôle partout et montrer ses muscles, bloquer les bus, renifler les bus, plutôt utiliser les chiens renifleurs pour chercher dans les bus, contrôler les véhicules. Si Nasser Al-Jan voulait voulait vraiment être à l'abri et fuir le pays, il aurait pu aller depuis, il suffirait juste de prendre un bateau depuis les plages d'Alger, la Pérouse, Sidi Faraj, la Madrague et d'autres coins. Ça, c'est le scénario qui serait le plus probable, mais sur lequel les autorités algériennes n'ont pas vraiment travaillé, puisque l'alerte maximale, elle visait à protéger les sites présidentiels et les sites de pouvoir les plus sensibles. En réalité, il y a eu 2 opérations hier qui ont été lancées. Une opération pour chercher, pour traquer, et dans l'éventualité que Nasser Al-Jan n'a pas encore quitté le pays, parce que Nasser Al-Jan, étant donné que c'est l'ancien patron des services, encore une fois, il savait qu'il avait besoin que de 6 heures et 7 heures pour quitter Alger,
Sinon, ça va être très compliqué pour lui de se cacher. Donc, de 3 heures du matin jusqu'à 9 heures, 10 heures, au moment où on ne s'était pas rendu compte de son absence, il avait largement le temps, s'il était épaulé, s'il avait des complices et soutenu, de quitter Alger. Sa fuite, pourquoi on parle du postulat? On n'a pas encore la confirmation qu'il avait des complices. Mais étant donné que le patron de la DCSA et le patron du CPMI de la DCSA ont été sanctionnés, c'est qu'on se doute de, parce que c'est que on a découvert, on pense qu'il y a des niveaux de complicité importants qui ont permis à Nasser al-Din de s'enfuir. Parce qu'on ne quitte pas une résidence. On peut pas, la résidence, quand on est surveillé par la DCSA, c'est pas la police ou les gendarmes. C'est un service de sécurité hyper entraîné, hyper vigilant. Donc si on a pu fuir facilement, c'est qu'il y a des niveaux de complicité. Ça veut dire que Nasser al-Din a préparé son circuit. Et comme il est un ancien patron des services, il va pas fuir comme ça pour fuir. Il va pas jouer, il va pas jouer, c'est pas un voleur de téléphone. Il va pas se dire, je me réveille le matin, je vais aller faire un footing, je vais courir et disparaître et me cacher dans les bas-fonds d'Alger. Donc, il a réellement tracé un plan. Pour tracer un plan, il faut des alliés, des amis et des complices. Et si Nasser al-Din a exécuté ce plan, comme le disent les sources les plus proches de son entourage, à savoir, il voulait aller en Espagne, ou pour rejoindre l'Espagne, pour quitter le pays, c'est qu'il a mis en place la logistique nécessaire, etc. Il faut de l'argent pour payer les passeurs, préparer le bateau et préparer les horaires et tout préparer à l'avance. Donc, il y a des complicités. Ça veut dire qu'il y a un réseau au sein des services de sécurité qui ont permis à Nasser al-Din de s'enfuir. Et c'est ça ce qui explique le deuxième point que je vais aborder maintenant. La deuxième opération qui a été lancée hier, c'est pour protéger les sites du pouvoir parce que Tebboune a paniqué. Tebboune, quand il a su que Nasser al-Din a pris la fuite, alors qu'il était placé sous résidence surveillée et qu'il était entre les mains de la DCSA, directement, il a pensé au danger d'une tentative de coup d'État. Tentative de coup d'État. S'il a pris la fuite, c'est on l'a aidé à fuir. Nasser al-Din va chercher à se venger, parce qu'Abdelmajid Tebboune et le pouvoir l'a trahi, parce que le pouvoir voulait le mettre en prison. Nasser al-Din sait utiliser les armes. Donc, éventuellement, s'il a fui, c'est qu'il a une équipe avec lui. Éventuellement, s'ils sont en équipe, ils peuvent être armés. S'ils sont armés, ils sont en équipe. Peut-être que Nasser al-Din ne cherche pas à fuir, mais il cherche à renverser le pouvoir, à monter une opération avec des complices au sein de l'armée pour faire tomber le régime. C'est la thèse sur laquelle a travaillé pendant pratiquement jusqu'à la fin de la journée Abdelmajid Tebboune et Saïd Chengriha. Ils ont eu peur d'être renversés. C'est ce qui explique le dispositif impressionnant qui a été mis en place. Pourquoi protéger la présidence? Ok, Nasser al-Din il est recherché, il va pas se cacher, El Moradi, il est pas quand. Ça sert à quoi de fuir une résidence surveillée pour aller se cacher dans une zone encore plus surveillée? Ça n'a pas de sens. Il va pas se cacher non plus à Ben Aknoun à côté de Tebboune. C'est qu'on a pensé, on a eu peur pour Tebboune qu'un groupe télégué ou guidé ou dirigé par un expert comme Nasser al-Din, qui est un expert, un militaire avéré. Il a beaucoup d'adversaires, Nasser al-Din, corrompu, salopard, tortionnaire, criminel. On peut dire de lui ce qu'on veut, mais tous ses adversaires, y compris, reconnaissent en lui les qualités du militaire, spécialiste en maniement des armes, en infiltration, en exfiltration. C'est quelqu'un qui sait ce que c'est que monter une opération et s'attaquer à des cibles et atteindre des cibles. C'est ce qui a fait peur à Tebboune et à Chengriha. Ils ont eu peur d'une tentative de coup d'État. Ni plus, ni moins. Je dis bien qu'ils ont eu peur. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu une tentative de coup d'État. Parce qu'il n'y a pas eu de tentative de coup d'État. Pour qu'on se croie rien. Je suis pas en train de propager la fake news, mais il y a eu une tentative de coup d'État. Ils ont eu peur d'une tentative de coup d'État. Ça veut dire que le problème actuel, ce n'est plus est-ce qu'on va attraper Nasser al-Din ou pas. C'est qui est derrière, qui est avec Nasser al-Din contre Tebboune et Chengriha. C'est ça la véritable problématique à laquelle on est confronté aujourd'hui. Pourquoi avoir contribué à la fuite de Nasser al-Din? Et nous, on a déjà répondu à ces questions. Il y a au sein des institutions sécuritaires et militaires un mécontentement général, un mécontentement accru, un mécontentement extrêmement sévère, extrêmement poussé contre la politique arbitraire et la tyrannie dont fait preuve le régime Tebboune. Les officiers supérieurs comme Nasser al-Din qui sont âgés de moins de 60 ans comme Nasser al-Din estiment que le pouvoir est parti trop loin. Malgré le deuxième mandat, malgré la fin de la répression massive et la fin du Hirak, malgré la maîtrise totale de l'opposition et de la société civile, Tebboune continue de réprimer, continue de vouloir mettre tout le monde en prison pour protéger ses arrières. À un moment donné, ces gens-là qui ont servi le régime ont compris que si Nasser al-Din part en prison, c'est qu'il n'y a plus de limite, c'est qu'on peut tous partir en prison. Donc, Nasser al-Din a fédéré autour de lui des forces
des complices, des alliés, des amis qui ont décidé de se révolter. Pour le moment, la révolte était d'aider Nasser al-Din à fuir, mais quelle serait la prochaine étape? Quelle serait la prochaine étape? Et je vous le dis, hier, le pouvoir a énormément paniqué parce qu'ils ont pensé qu'il est possible que Nasser al-Din dirige un groupe armé qui puisse cibler des cibles, se venger en ciblant quelques sites sécurisés, quelques sites sensibles ou des personnalités sensibles, voire même la présidence, voire même peut-être il va essayer de provoquer un mouvement de mécontentement pour aller vers une action de renversement du pouvoir.